Pascal, la parole est à vous. Merci beaucoup, professeur François Roch, pour la parole. Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir le professeur Christian Chamala Banungana, qui est docteur en droit de l'Université de Kinshasa depuis 2021. Sa thèse a porté sur les possibilités d'incriminer les atteintes des écologiques à euh, oui, portant sur ok. Sa thèse a porté sur les possibilités d'incriminer les atteintes, les graves atteintes écologiques euh, au devant de la comment oups, excusez-moi, j'ai un peu de difficulté à lire euh, son sujet de thèse, il pourra peut-être nous le rappeler. Alors, Monsieur Christian Banungana est professeur à l'Université de Kinshasa depuis 2021. Il enseigne le droit international de l'environnement, le droit international et les relations internationales africaines. Il a aussi fait un post-doctorat à l'Université de Fribourg et à l'Université Saint-Louis en Belgique. Le professeur Christian Banungana fait ses recherches dans le domaine du droit international de l'environnement, de droits de l'homme, dans le domaine de la justice pénale internationale. Il est également secrétaire chargé de l'enseignement au département de droit international public et relations internationales à l'Université de Kinshasa. Il preste également comme conseiller à la Cour constitutionnelle de la République démocratique de Kinshasa, du Congo. Et il est membre, n'est-ce pas, du Conseil de la RDC à la procédure consultative sur les dispositions, sur les obligations des États internationales, sur les obligations des États face aux problèmes des changements climatiques. Aujourd'hui, le professeur Christian Chamala Banungana va faire une présentation sur les États écologiquement fragiles face aux obligations positives déduites des instruments conventionnels de protection des droits de l'homme. Il va faire cette présentation pendant au moins 1 heure ou 45 minutes. Après sa présentation, nous aurons une séance de questions et réponses. Voilà, et enfin, on va partager, nous qui sommes ici en présentiel, un petit cocktail pour, n'est-ce pas, conclure notre journée d'aujourd'hui. Professeur Christian Chamala, vous avez la parole pour présenter votre exposé. Merci. Merci, professeur Blaise, de la parole accordée. Bonjour à tous. Comme venait de le rappeler le professeur Blaise, nous exposons sur le thème les États écologiquement fragiles face aux obligations positives des doutes des instruments conventionnels de protection des droits de l'homme. En fait, la question que nous nous posons ici, c'est de savoir si les États qui sont affectés par le problème, les problèmes majeurs de protection de l'environnement, les problèmes majeurs liés au climat, arrivent à protéger, arrivent à implémenter réellement les obligations, à implémenter réellement dans leurs différents ordres internes les obligations résultant de conventions internationales en matière de protection des droits de l'homme. Pour ce faire, nous avons reparti cet exposé en des grandes parties, essentiellement axées sur l'impact de la vulnérabilité écologique, de la survie des structures et de la survie de la structure étatique, sur la survie de la structure étatique et sur le droit de l'homme et sur l'effectivité de ces obligations étatiques résultant des conventions dans un contexte des États écologiquement fragiles. Il est là question d'établir d'une part un lien entre les caractéristiques de la fragilité écologique et la réalité de la vulnérabilité de l'État. Par rapport à ça, pour rappeler, la question de la fragilité écologique est partie du débat sur les défaillances de l'État. C'est un vieux débat qui a été évoqué par rapport au contexte économique des États qui étaient incapables de subvenir
à leurs besoins socio-économiques par rapport aux enjeux de la convertibilité de la valeur monétaire par rapport sur le plan international. Les débats et partir de là sur la fragilité écologique, on constate les caractéristiques principales sont, on peut les constater, c'est le problème de surendettement des États, les États qui étaient incapables de faire face à leur dette. C'est là qu'il y a, ce fait a traduit des problèmes d'insuffisance financière notoire qui rend l'État incapable de répondre aux besoins économiques. Cette incapacité à assurer, cette incapacité a affecté notamment l'incapacité à assurer le besoin socio-économique par rapport à la convertibilité de la monnaie nationale à la devise de référence. Cette incapacité est aussi également traduite par la pauvreté endémique. Cette incapacité est traduite par le problème d'accès aux soins de santé, d'accès au logement, d'accès aux besoins socio-économiques nécessaires. Les débats de la défaillance de l'État qui a été depuis un moment apprécié en fonction de la donne économique. Après les années 90, les contextes post-guerre froide fait à ce que la plupart des États, les régimes des États étaient remis en cause, il fallait s'adapter au régime démocratique. Alors, ce qui fait que la plupart des États, cela a suscité ou créé beaucoup de contestations sur le plan interne qui va générer des conflits sur le plan interne avec comme pour conséquence des graves problèmes de sécurité. Des graves problèmes de sécurité qui vont engendrer des guerres entre différentes factions des États. Et la conséquence de ces réalités, c'est qu'il y a des États où les situations de guerre ont détruit, ont accentué la fragilité. Nous prenons les cas, par exemple, après les cas de la Somalie, où après des contestations internes, l'État a été totalement déstructuré, à telle enseigne qu'on on peut même dire que l'État n'existe presque plus. Après les négociations, il y a un gouvernement de transition qui a été installé, mais ce gouvernement est incapable d'abord de se protéger. Nous le constatons que ce gouvernement aujourd'hui a pour siège, c'est-à-dire le gouvernement aujourd'hui siège à Nairobi, parce qu'incapable de siéger à Somalie, à Mogadiscio, parce qu'il y a des conflits. Ce problème de fragilité écologique basé sur le facteur sécuritaire s'est fait également remarquer à travers l'accentuation du terrorisme. Nous le voyons. Les cas, par exemple, de l'Afrique centrale, il y a des contrées entières où l'État étant incapable d'assumer la sécurité. Ces contrées sont désertes, on peut dire. Donc, ils ne sont pas inhabitées. Nous nous référons quant à l'étude de l'ISAID et de l'OCDE qui montre tout ce cas de fragilité de l'État basé sur les facteurs économiques. La question qui nous concerne, c'est que dans le cadre de ce travail, c'est que les facteurs écologiques peuvent-ils aussi induire une défaillance de l'État? Quant à ce, nous nous appuyons à l'article 4, paragraphe 8 de la Convention cadre des Nations Unies qui insiste sur 9 catégories de pays en développement comme particulièrement vulnérables aux effets de la dérégulation climatique et à l'impact de mesures de riposte. C'est là en fonction de leur situation géographique, climatique et économique particulière. Il s'agit bien, je cite, des petits États insulaires, des pays ayant des zones côtières de faible élévation, des pays ayant des zones arides et semi-arides, des zones de forêt et des zones sujettes au dépérissement, des pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles, des pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification, de pays ayant des zones de forte pollution de l'atmosphère urbaine, des pays ayant des écosystèmes, notamment des écosystèmes montagneux fragiles, les pays dont l'économie est fortement tributaire, soit de revenus de la production, de la transformation et de l'exportation des combustibles fossiles et de produits apparents à forte intensité énergique, soit de la consommation
des dits combustibles et produits, et enfin le pays sans littoral et le pays de transit. Ces pays, comme il faut le dire, c'est un cas particulier. Par rapport à ces pays, dans les lots de ces pays que nous considérons comme des États écologiquement fragiles, il y a à souligner un cas particulier des États fragiles, les petits États insulaires. Ces États sont des États économiques, ce sont des États, les États écologiques, ces petits États insulaires constituent un ensemble de 54 États, réunissant notamment les 14 pays, petits pays insulaires du Pacifique, les 16 États de la Caraïbe, le 9 États de l'océan Indien et de l'Afrique du Sud, de l'Afrique et du Sud de la Chine. Les groupes de petits pays insulaires est inclus dans ces grands ensembles. Ces petits États insulaires en développement restent un cas à part entière en matière de développement durable en raison des handicaps auxquels ils se heurtent et qui leur sont propres, comme leur petite taille, leur isolement, l'insuffisance de leurs ressources, ainsi de suite. Ces facteurs d'insuffisance de leurs ressources, ainsi de suite. Il faut, au nombre de ces cas, la situation de petits États insulaires illustre la suffisance des facteurs écologiques comme entraînant la défaillance de l'État. À partir de cet exemple, nous avons quelques cas que nous citons qui sont patents. Nous voyons le cas de l'élévation du niveau de la mer, l'entraînement de la submersion de certaines îles, la perte du territoire comme conséquence ultime qui entraîne un mouvement important d'exode pouvant affecter l'élément population. Cette réalité appréhendée en droit international met en exergue la question de l'effectivité et de survie de l'État. Nous verrons, nous constaterons que par rapport à tout cas de fragilité, analyser en fait l'État comme réalité juridique pose un problème d'effectivité. Parce que l'État étant fragile sur le plan économique, tant sur le plan sécuritaire, est incapable soit d'assurer le besoin socio-économique nécessaire. L'État étant fragile sur le plan sécuritaire, est incapable d'assurer la sécurité dans certaines contraintes de la République. Et ça pose un problème d'effectivité. C'est-à-dire l'État comme réalité existe, mais dans certains coins, on ne voit pas l'État, on voit pas, il y a un problème de fonction régalienne de l'État. L'État ne sait pas le rencontrer. Maintenant, dans les cas des États écologiquement fragiles, il y a une particularité qu'il faut soulever. Ces États ne posent pas que le problème d'effectivité, comme nous l'avons soulevé par rapport aux autres facteurs de fragilité. Dans les cas des États, certains États écologiquement fragiles posent ou poseront de problèmes de survie. Lorsque nous soulevons par exemple le cas de l'élévation du niveau de la mer, où certains États fragiles seront obligés à disparaître. Alors, en disparaissant, il se pose plus qu'un problème d'effectivité. Ce n'est pas un problème de survie, parce que l'État n'aura plus des cadres matériels d'exercice de souveraineté. C'est là justement parce que ces problèmes d'élévation entraînent la submersion de certaines îles, la perte de territoire comme conséquence ultime de cette fragilité, de cette situation. Ça entraîne un mouvement important d'exode rural pouvant affecter la population. Ces mouvements d'exode de population qui doivent aller chercher ou se réfugier parce que les territoires sur lesquels ils se trouvaient n'existent plus. Cette réalité appréhendée en droit international met en exergue la question d'effectivité, comme nous l'avons souligné. La deuxième question sur laquelle nous nous sommes appesantis porte sur la question de savoir que faire pour s'assurer de l'effectivité des obligations étatiques résultant des conventions de droits de l'homme en contexte des États écologiquement fragiles. Ayant démontré cette situation de fragilité écologique, il se pose un réel problème d'effectivité, comme nous l'avons souligné. Ces problèmes d'effectivité affectent les fonctions essentielles de l'État, c'est-à-dire dans des contextes de fragilité, l'État est dans l'incapacité de fournir des services sociaux. L'État est incapable de fournir la sécurité comme il se doit
et l'État est incapable, dans ces cas, de fournir, par exemple, est incapable d'assurer l'effectivité des obligations résultant des conventions internationales pour assurer la protection des droits de l'homme. Par rapport à cette réalité, nous avons fait 3 principales propositions pour s'assurer de l'effectivité des obligations étatiques. La première proposition, c'est que les mesures juridico-administratives doivent refléter l'effectivité des normes, l'effectivité normative et pratique des engagements étatiques sur le droit de l'homme. Par là, je voulais dire que les obligations positives déduites des instruments conventionnels de protection des droits de l'homme ne se limitent pas seulement à l'adaptation normative, juridico-normative, c'est-à-dire en transposant les éléments de convention, les éléments des différents textes conventionnels dans l'ordre interne et dans les systèmes juridiques, afin que ces droits consacrés dans des instruments juridiques, des instruments conventionnels, soient effectifs sur le plan international. Pour les cas de ces États, ça demande au-delà des mesures d'adaptation juridico-administrative, c'est-à-dire des mesures d'implémentation. Ça demande au-delà de ça. On a beau apprendre des textes juridiques, on a beau à créer des institutions pour assurer l'effectivité des conventions de protection des droits de l'homme. S'il y a des problèmes essentiels écologiques qui affectent à la substance ou à la nature même de la structure étatique. Parce que nous verrons dans ces cas, l'État sera incapable d'assurer certains droits. Par exemple, quand on fait allusion à certaines conséquences liées au changement climatique, comme par exemple l'élévation du niveau de la mer, et qui crée beaucoup de conséquences sur l'accès à l'alimentation, l'accès au logement, et qui a aussi beaucoup d'influence sur les développements. C'est pourquoi, dans ce sens, on ne peut pas se limiter à l'adaptation de mesures juridico-administratives. Il faut des mesures pratiques d'abord. Dans le cas de ces États, par exemple, pour le cas de l'élévation du niveau de la mer, il faut construire des digues, c'est-à-dire procéder à des mesures qui puissent permettre à ces populations-là de jouir à quelques droits sociaux et économiques. Ainsi, ces mesures doivent inscrire les dimensions anticipatives et préventives des risques écologiques. Parlant de dimension des risques écologiques, parlant des dimensions anticipatives et préventives des risques écologiques, on fait allusion, c'est-à-dire nous proposons que nous proposons d'appliquer à ces contextes le principe de précaution à la théorie des obligations positives. L'État doit prendre des mesures anticipatives et des mesures de prévention pour anticiper des situations qui peuvent perturber, des perturbations climatiques qui peuvent affecter la jouissance de certains droits de l'homme. Dans ces cas, il faut prévenir les conséquences fatales pouvant résulter de la vulnérabilité environnementale de l'État, qui participe justement à la préservation des droits qui sont exposés de ces faits. La mise en place de ces cadres législatifs administratifs prévoyant l'instauration d'une réglementation régissant l'autorisation, la mise en place, l'exploitation, la sécurité et les contrôles d'activités affectant le climat et les risques qu'elles créent. Il s'en déduit l'intérêt de distinguer l'anticipation ex post, l'anticipation des risques, je voulais dire, il s'ensuit l'intérêt de distinguer l'anticipation ex post du risque de l'anticipation ex ante des risques. Anticiper les risques écologiques déjà matérialisés, participant direct à la protection des droits humains, requiert de l'État l'adoption de mesures pratiques visant à minimiser l'intensité des conséquences y résultant. Prévenir la survenance des risques climatiques à travers l'adoption des dispositifs permettant de mesurer leur potentialité destructrice au regard d'une activité
de l'homme ex post. Toujours dans le cadre de ces mesures, d'anticipation, l'État prend justement des mesures pour faire en sorte que certaines situations résultant par exemple de la fragilité écologique de l'État ne puissent pas affecter les droits de l'homme. Alors, même si dans les cas où ces situations, où les conséquences, on constate des conséquences évidentes, induites des effets du changement climatique, l'État peut prendre des mesures pour éviter, pour limiter ces conséquences. Cela participera justement à la préservation et la protection de ce droit exposé du fait de la fragilité écologique de l'État. Dans ce sens de l'État. Le troisième point que nous soulevons dans le cadre de ce que nous avons dit comme mesure à adopter pour faire en sorte que l'on puisse assurer de l'effectivité des obligations des États, des obligations positives résultant des conventions, des instruments conventionnels de protection des droits de l'homme. Dans ces cas, nous constaterons que les mesures d'atténuation et d'adaptation du changement climatique telles que prévues par les conventions cadre des Nations Unies sur le changement climatique s'imposent automatiquement à ces États fragiles comme obligation positive au titre de conventions de droits de l'homme. Ces mesures sont adoptées au titre des instruments conventionnels en matière de climat, mais ont un impact. Ces mesures, elles ne sont pas exigées au titre des instruments de protection des droits de l'homme, mais dans les contextes de particularités, comme nous avons soulevé de particularités, dans les contextes de vulnérabilité écologique, ces mesures s'imposent, c'est-à-dire il faut les mesures d'atténuation, les mesures d'adaptation dans ces cas sont des mesures qui participent justement à l'effectivité de certains droits de l'homme. Bien que s'appuyant sur les conventions climatiques, ces mesures participent ainsi comme des mesures adoptées, comme des mesures permettant l'effectivité des normes conventionnelles de protection des droits de l'homme. Nous avons pour ce faire illustré une affaire célèbre soumise devant le comité des droits de l'homme qui nous a permis d'illustrer ces cas d'études. Il s'agit de l'affaire des insulaires du détroit de Torres devant le comité des droits de l'homme. Il s'agit d'un groupe de personnes issues d'une minorité autochtone des îles de Torres situées dans l'océan Pacifique entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors, ces États, ces groupes, en fait, c'est une communauté qui est liée directement, ces îles sont liées directement à l'Australie à travers l'association des États. Donc, ces groupes sont gérés économiquement, socialement, ils sont autonomes, mais juridiquement, ils dépendent de l'Australie. Alors, ici, ces groupes d'individus ressortissants, minorités autochtones, vont saisir le comité des droits de l'homme contre l'Australie pour violation des articles 2, 6, 17, 24 et 27, pour violation de droit à la vie, pour violation de droit à la vie privée et familiale, pour violation de droit à la protection de minorités. Réagissant, les comités de droits de l'homme décida effectivement de condamner l'Australie pour violation des deux articles. Sur les deux moyens évoqués par le parti, les deux autres moyens ont été rejetés. Le comité de droits de l'homme a estimé que par rapport aux mesures que l'Australie avait adoptées pour assurer la protection de cette population des conséquences du changement climatique dans l'élévation du niveau de la mer, on ne peut peut-être pas parler de la violation du droit à la vie, mais on peut du moins parler de la violation de droit à la vie privée et familiale et de la violation de droit à la protection de minorités. Parce qu'il faut signaler que l'État avait quand même adopté, c'est un groupe de petites îles
l'État avait adopté des mesures pour faire en sorte que les mesures d'endiguement pour faire face aux conséquences du changement climatique. Ici, les comités de droits de l'homme condamnent l'État australien sur base de l'obligation de due diligence. On parle de mesures, les mesures ont été adoptées, mais les mesures n'étaient pas adéquates et opportunes. Bien qu'adoptées, ça n'a pas permis de protéger certains droits, comme le droit à la vie privée et le droit à la protection de la minorité qui s'est trouvée, de la minorité autochtone. De ce fait, nous concluons que la situation des États écologiquement fragiles, c'est une situation particulière de fragilité écologique qui peut permettre aujourd'hui de sous-tendre la caractérisation de la fragilité de l'État en s'appuyant justement sur le facteur écologique comme facteur ou réalité autonome. Dans ces cas, les États, devant des situations, on apprécie le déploiement des États. Dans ces cas, les États sont appelés à prendre des mesures pour assurer la protection de ce droit. Et de ce fait, les États ont été condamnés, l'Australie a été condamnée en vertu de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Oui, on se poserait peut-être des questions pourquoi l'Australie a été condamnée en vertu de ce droit, alors qu'ici, il s'agit d'un cas de changement, d'un cas des États écologiquement fragiles, alors que la Suisse, par exemple, l'est aussi, alors qu'il ne s'agit pas d'un cas de changement, d'un cas des États écologiquement fragiles. Il faut de ce fait souligner que par rapport, quand je parle de la Suisse, je fais allusion à l'arrêt qui a été dernièrement rendu à la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la Suisse parce que la Suisse n'a pas pris de mesures adéquates pour protéger le droit de la personne. Ici, il faut le préciser, s'agissant de la Suisse, on a condamné la Suisse par rapport aux mesures, c'est-à-dire par rapport en s'appuyant sur le principe des responsabilités communes, mais différenciées, par rapport aux mesures que la Suisse s'était estimée capable, aux contributions, aux contributions déterminées, aux contributions nationales déterminées. Donc la Suisse s'est portée garant c'est-à-dire s'est porté garant de prendre telle ou telle mesure pour faire face aux effets du changement climatique au titre de mesures d'atténuation et d'adaptation. C'est en vertu de ces mesures que la Suisse a adoptées, a accepté de mettre, en vertu de ça, que la Suisse s'est condamnée. Mais ici, s'agissant d'une situation de fragilité, l'État australien était obligé d'adopter certaines mesures, non seulement pour atténuer les changements, mais aussi pour minimiser les conséquences liées au changement climatique. Nous concluons en disant que la situation des États écologiquement fragiles est un cas à part entier qui appelle pour la protection, pour l'effectivité ou l'effectivité des obligations positives résultant des conventions de protection des droits de l'homme qui appellent l'adoption de mesures d'adaptation et d'atténuation dans la mesure d'adaptation et d'atténuation pour protéger et sécuriser ces populations et ne pas limiter. Et ces mesures s'imposent ainsi automatiquement à ces États parce qu'il en va même de la survie de ces populations, il en va même de la capacité de ces États à assumer des fonctions essentielles. C'est en quelque sorte la quintessence de notre exposé. Nous vous remercions pour votre attention. Merci. Merci, professeur Christian Chamala, pour ta brillante présentation. Je m'en vais directement passer la parole aux participants qui sont soit en présentiel, soit en ligne, ceux qui veulent poser des questions ou faire des commentaires par rapport à la présentation du professeur Christian Chamala peuvent se manifester. Vous pouvez lever le doigt, comment faire
utiliser les emojis, réactions, ou soit carrément, voilà. Comme ça, je peux vous identifier en ligne ou soit en présentiel. Oui, allô. Allô? Oui. Il y a Pardon? qui, oui, c'est Line, s'il vous plaît. le professeur. Il y a, oui, qui est, vous avez qui veut poser la question? C'est Peut-être inviter bon. la personne à ouvrir sa caméra aussi Oui. en se manifestant, parce qu'on me semble Parce que je vois comme, le professeur Cléo Machini. Je ne sais pas s'il veut poser une question ou bien. Bon. sinon, Oui, en salle, oui, Emmanuel. en salle, oui. Il y a Emmanuel, oui. Tu as une question pour le professeur Chamala? Oui, j'ai une question. D'abord, avant de poser ma question, je voudrais quand même remercier le professeur pour son intervention. Il faut dire que je travaille sur les questions de la justice climatique et parler des États écologiquement fragiles me ramène directement à la problématique des recherches que je suis en train d'aborder. Cependant, le développement du professeur n'a pas semblé toucher cette dualité qui pose des problèmes parce qu'ici, il est question de, Pascal le professeur dit, les États écologiquement fragiles face aux obligations positives déduites des instruments conventionnels de protection des droits humains. On voit ici l'obligation de ces États qui sont écologiquement fragiles, alors que la doctrine dominante actuelle converge sur le fait que ces États sont tous, dans ce qui les concerne, du moins économiquement, incapables de pouvoir répondre au moins à ces droits économiques, sociaux et culturels. Alors ma question est de savoir, monsieur le professeur, l'injustice climatique qui date depuis le début de la révolution industrielle a fait que tous les États écologiquement fragiles n'ont pas émis des gaz à effet de serre suffisants pour entraîner ces conséquences désastreuses. Cependant, ils sont les premières victimes de ces réchauffements climatiques. Du coup, je voudrais savoir comment conciliez-vous un peu cette irresponsabilité d'émission de gaz à effet de serre par rapport à cette obligation de pouvoir respecter des droits humains, surtout entre guillemets, les droits économiques, sociaux et culturels. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, monsieur le professeur, vous avez parlé du cas de la responsabilité de la Suisse, comparant aussi avec la responsabilité de l'Australie. Mais il y a une question qui m'interpelle, c'est la question des Tuvalu, où on voit aujourd'hui l'Australie qui a pris un engagement de pouvoir accueillir sur son territoire les habitants de Tuvalu, puisque Tuvalu est appelé à disparaître d'ici 50 ans. Du coup, comment un État appelé à disparaître peut-il respecter le droit conventionnel, les droits humains conventionnellement établis dans les cas, par exemple, de Tuvalu, où ces populations seront appelées à être déportées en Australie? Comment l'État de Tuvalu sera-t-il appelé à respecter ses droits face à cette population? Ça, c'est la deuxième question. Et la dernière question, monsieur le professeur, vous avez dit que parmi les mesures que les États doivent mettre en place, il faudrait par exemple ériger des digues pour atténuer les effets du réchauffement climatique et la montée des eaux. Ma question, en vertu du principe de la responsabilité commune mais différenciée, en vertu du protocole de Kyoto qui a inscrit à son annexe premier les États développés censés intervenir pour atténuer le réchauffement climatique, mais surtout en vertu de la conférence de parties qui a voulu, où les États développés se sont engagés à donner plus de 100 milliards de dollars pour atténuer les effets du réchauffement climatique dans les pays en développement. Aujourd'hui, comment est-ce que le pays insulaire peut obliger ou contraindre les États développés pour avoir accès à ces financements afin de pouvoir notamment prendre ces mesures d'atténuation dans leur pays? Je suis là dans un cas pratique, puisque vous avez dit qu'il faut mettre des digues, et exactement comme je vous ai dit en introduction, la doctrine dominante est d'accord que les États insulaires n'ont pas les moyens financiers pour mettre en place les digues. Du coup, comment
est-ce que ces États peuvent aller à la recherche de ces financements pour enfin mettre en place des mesures d'atténuation des effets du réchauffement climatique? Merci. Merci Emmanuel pour les questions. Je ne sais pas s'il y a une autre. Oui, Francis. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose à ce que mon ami vient de dire ici. Juste une question générale, une curiosité générale. Je voudrais savoir, est-ce qu'il existe une notion des réfugiés climatiques dans le droit international? Si oui, quelles pourraient être les mesures que les États tiers pourraient prendre pour accueillir des gens qui seraient obligés, forcés de quitter leur territoire suite à des catastrophes naturelles? C'est juste un petit éclaircissement. Merci, professeur Francis Mbanza, pour votre question. Je m'en vais en ligne. Je ne sais pas s'il y a d'autres participants et participantes qui veulent bien poser des questions ou faire des suggestions. Bon, oui, s'il n'y en a pas, je passe la parole au professeur Christian Chamala pour répondre aux deux participants, Emmanuel et le professeur Francis Mbanza. Oui, je réponds. Merci Emmanuel, merci Francis pour les questions et l'intérêt que vous portez sur ces questions. Je vois, la première question et la troisième question se recoupent où vous parlez de l'injustice qu'il y a entre le pays du Nord et du Sud et l'incapacité des États à assurer des mesures pour, par exemple, les mesures d'endiguation pour faire face à l'élévation du niveau de la mer. Ici, la réponse se trouve, d'ailleurs, vous avez donné la réponse, se trouve dans le principe des responsabilités communes mais différenciées. C'est parce qu'on pense justement qu'on ne sait pas responsabiliser qui que ce soit directement. C'est vrai peut-être qu'on s'est dit que ce sont les États du Nord qui polluent le plus. On peut le dire, mais on ne sait pas démontrer si telle conséquence, par exemple, sur le changement climatique, résulte de tel comportement, de tel état précisément. Donc, on ne sait pas responsabiliser directement les États. C'est pourquoi on a pensé en termes de contribution. C'est-à-dire, l'idée, c'est quoi? C'est que chacun contribue à la taille de ses capacités à travers le principe de responsabilité commune mais différenciée. C'est-à-dire, si l'autre État regorge de tourbières et qui peuvent permettre de contenir des effets de gaz à serre, alors l'autre État peut aussi financer pour soutenir l'État qui ne sait pas exploiter peut-être, qui ne sait pas exploiter ses forêts, qui ne sait pas exploiter ses ressources naturelles pour préserver ses tourbières. Alors, le problème, c'est que c'est lui qui a plus de moyens, finance pour que l'autre qui a peut-être les capacités, des capacités naturelles de contenir, c'est fait de le faire. Par rapport à la deuxième question, vous parlez de la situation de Tuvalu. Et là, nous nous situons dans le cas, par exemple, d'un État, le cas, par exemple, de l'élévation du niveau de la mer. Alors, parlant de l'élévation du niveau de la mer, nous nous trouvons devant des hypothèses. Il y a des hypothèses où c'est tout le territoire national qui est submergé. Il y a des hypothèses où c'est une partie du territoire national. Lorsque c'est une partie du territoire national, ça ne pose pas tellement de problèmes parce qu'on peut faire une relocalisation interne, c'est-à-dire on peut prendre la partie de la population dans le territoire national qui a été submergé et puis les transposer ailleurs. Mais dans le cas de Tuvalu, comme le démontrent d'ailleurs beaucoup de recherches, qui sera appelé à disparaître d'ici là, il y a plusieurs réponses ou plusieurs solutions juridiques. Il y a d'autres qui veulent s'appuyer sur la Convention de la protection des réfugiés pour dire que c'est une situation délicate qu'il faut prendre en compte, que les États voisins doivent prendre en compte. Il y a d'autres qui disent que cette façon de voir, c'est une interprétation extensive ou évolutive qui ne tient pas peut-être de cette convention-là. Alors, par rapport à ça, il y a des débats déjà, il y a des débats au niveau des sociétés savantes sur l'idée d'une convention pouvant réglementer la question des réfugiés climatiques. Parce que dans le cas, par exemple, d'un territoire d'un État dont l'ensemble du territoire est submergé, il faut nécessairement procéder soit par là. Mais il y a d'autres solutions ou les solutions des territoires artificiels. Il y a d'autres solutions, c'est les solutions de l'État associé. Donc, un État qui n'a plus de territoire, mais qui s'associe avec un État qui a un territoire
pour reloger sa population et puis gérer cette population-là. Ce sont là les solutions en vie jusque-là. Et puis, il y a une convention, il y a un projet de convention, des débats sur la question d'une convention, la nécessité d'une convention sur les réfugiés écologiques et les réfugiés climatiques. Je pense que ce sont là les réponses à vos questions. Merci, professeur Christian, pour les réponses. Je m'en vais donner la parole à d'autres personnes qui veulent bien poser des questions sur votre exposé. Ah, professeur François Roch, oui. Je veux bien poser une question en lien avec ce qui a été dit là, sur la question des réfugiés climatiques. Je pense que le concept est difficile à appliquer en droit international positif. On peut parler de migrants climatiques, mais de là à parler de réfugiés climatiques. Dans tous les cas, je pense qu'il y a des solutions sui generis qui vont devoir être développées. J'ai eu l'occasion de discuter de la question quand même assez souvent avec des collègues, puis avec des étudiantes et des étudiants surtout le cycle supérieur qui veulent aborder ces questions-là. On a déjà 9 organes traités au sein des Nations Unies, on a le Conseil des droits de l'homme, donc il y a des conventions spécifiques et je me demande si on n'est pas rendu à une étape où on devrait peut-être avoir un 10e organe des traités, puis avoir une convention qui porte spécifiquement sur cette question-là, parce qu'il y a des limites aussi à transposer un corpus normatif, le droit des réfugiés, qui est codifié notamment dans les conventions et dans le protocole, et d'en faire un instrument utile, pertinent et effectif pour protéger justement ceux et celles qu'on qualifie aujourd'hui de réfugiés climatiques. C'est une situation qui risque de prendre beaucoup d'ampleur et d'envergure, pas seulement sous l'angle, je pense, là, de la disparition d'États, comme on l'anticipe du côté du Tuvalu, mais également au regard des autres enjeux environnementaux importants qui touchent la perte drastique de biodiversité, mais aussi toute la question des pollutions. Donc, on présume que les réfugiés climatiques, on les associe tous à la question des changements climatiques, les enjeux que ça soulève, mais aussi d'autres enjeux environnementaux à terme qui peuvent impacter cette question-là. Donc, je me tourne vers notre orateur du jour, peut-être pour lui demander ce qu'il pense d'une transposition possible et utile du droit des réfugiés par rapport à la situation des migrants climatiques. Et au demeurant, qu'est-ce qu'il pense de l'idée que j'avance, comme quoi il faut peut-être aller vers un régime juridique sui generis et repenser le cadre juridique qui serait susceptible justement d'apporter une réponse satisfaisante en termes de droits humains aux enjeux des déplacés et des migrants climatiques. Voilà. Oui, merci, Oui, professeur François Roch. Professeur François Roch, oui, vous je voulez n'ai pas bien répondre ou bien... entendu oui, la question du professeur François Roch. Je ne l'ai pas bien entendu. Je ne sais pas, je ne l'entends pas bien. Vous pouvez si répondre. le professeur peut répondre, oui. Oui, ben, je vais la reformuler, mais de façon peut-être un peu plus synthétique que je l'ai formulée. Donc, je m'interrogeais sur la pertinence de mobiliser la Convention et le protocole sur le droit des réfugiés à la question des migrants climatiques, compte tenu de la spécificité des enjeux que ces populations-là rencontrent, qui ne concernent pas nécessairement des questions de persécution sur le plan politique. Donc, autrement dit, partir d'un corpus normatif qui a été pensé pour la question des réfugiés, simplement l'élargir à des personnes qu'on qualifierait aujourd'hui de réfugiés climatiques. C'est une avenue possible, mais personnellement, je suis davantage d'avis qu'il faut aller vers des développements normatifs sui generis ou plus spécifiques qui concernent justement les migrants climatiques, peu importe leur statut. Non? Donc voilà, je voulais avoir votre opinion par rapport à ça, sur l'opportunité d'aller vers un régime plutôt que de se tourner vers une convention des années 50 et un protocole des années 60 qui, dans le fond, ont élaboré des règles, notamment le principe de non-refoulement, qui sont davantage adaptées à d'autres réalités que les réalités
que sont appelés à connaître les migrants climatiques. Merci, professeur François Roch, pour votre question. Est-ce qu'il y a une autre question en ligne ou bien... Par rapport à la problématique des migrants climatiques, ou est-ce qu'on peut appliquer la notion des réfugiés climatiques, des réfugiés aux réfugiés climatiques? Je pense qu'on a eu à faire ces débats dans le cadre des enseignements qu'on a eu avec les professeurs Roch. Il y a eu une étudiante qui a travaillé sur la problématique. Comme le professeur l'a dit tout de suite là, la jurisprudence actuelle abonde dans le sens de leur donner le statut de migrants climatiques. Et il y a eu un cas de T-Tiota contre la Nouvelle-Zélande où il a été reconnu notamment que lorsque ces personnes-là sont dans une situation d'urgence où elles ont besoin d'un secours, on peut toutefois étendre l'interprétation de certaines dispositions des instruments juridiques qui existent et pouvoir le venir en aide. Cependant, il y a aussi Benoît Mayer qui est autant un auteur très célèbre quant à ces domaines parce qu'il a fait un article où il essayait un peu de démontrer que la logique selon laquelle il est urgent d'avoir un cadre juridique approprié qui concerne juste les réfugiés climatiques n'est pas du tout urgent, où lui, il estime qu'une interprétation extensive des instruments actuels qui existent peut résoudre tous les problèmes. Ben, quoique Michel Pierre n'est pas d'accord avec ça, puisque lui, avec ses collègues, à peu près 9, ils ont fait un autre article où ils proposent une convention en 2018. Ben, je pense aujourd'hui que, vu le contexte de la convention des 51 qui est largement dépassée, on peut faire une interprétation extensive, comme Meyer le dit, et pouvoir regrouper les réfugiés climatiques dans le contexte de la convention des 51, et ça serait justice pour tout le monde. Merci, cher Emmanuel, pour ton intervention. S'il y a une autre question en ligne, on peut la prendre. En attendant, le professeur Christian Chamala peut répondre à ces deux questions, oui, à ce commentaire. Oui, professeur François Roch, vous voulez ajouter? Oui, je veux juste rebondir. Comme le droit des réfugiés ne répond déjà pas de façon effective à l'enjeu des réfugiés tel que défini dans la Convention de protocole, si on transpose ça aux réfugiés climatiques, ben, les mêmes enjeux, les mêmes problématiques, les mêmes carences, insuffisances effectives. Donc, enfin, je pense que le débat est ouvert. Il n'y a pas je prétends pas avoir une réponse à cette question-là, mais ça reste le danger. Donc, l'ineffectivité d'un certain corpus retransposé à une autre situation, selon moi, bon, on retrouverait les mêmes enjeux d'effectivité pour les gens qui, par ailleurs, répondent davantage à la définition classique de ce qu'est une personne réfugiée qui est persécutée sur différentes bases de discrimination. Oui, il y a une en ligne. Oui. Maître Hassani, vous pouvez prendre la parole. Merci, professeur Blaise, pour la parole. Et je m'excuse d'abord, je tiens à m'excuser à l'ensemble des participants parce que je me suis connecté presque à la fin. Peut-être que ma question aura été abordée dans l'exposé. Donc, ne m'en tirez pas rigueur. Et merci beaucoup, professeur Chamala, pour cet exposé. Ce sujet est très intéressant, qui aborde les questions de justice climatique. Cependant, j'avais trois petites préoccupations. La première, c'est au niveau des mesures proposées pour les États écologiquement fragiles. Donc, l'État, par exemple, les cas que vous avez donnés, qui, face aux conséquences climatiques, est appelé à disparaître complètement ou toucher complètement. Vous avez parlé de la position doctrinale, entre autres des mesures qui consistent à associer cet État-là aux autres États, peut-être voisins ou je ne sais pas sur base de quels critères. Alors, par rapport à cette question, est-ce que la doctrine envisage-t-elle des mesures ou aborde-t-elle des situations qui concernent le point de vue des populations concernées?
est-ce qu'il y a une sorte de référendum qui est organisé pour savoir si ces populations sont disposées à accepter les mesures des autorités qui tendent à les associer dans d'autres États? Si oui, est-ce qu'il y a des cas comme ça? Sinon, en cas, par exemple, du refus des populations peut-être à accepter ce genre de mesures, quels pourraient être les cas? Deuxième préoccupation, Oui. c'est en attendant qu'on en arrive à des solutions, par exemple, d'aborder une convention au niveau, je ne sais pas, régional ou au niveau universel, au niveau de l'ONU ou des organisations régionales, pensez-vous que les juges peuvent avoir un rôle à jouer dans l'interprétation de ce genre de mesures pour donner une solution à ce genre de questions? Et troisième préoccupation, c'est une question juste de curiosité. Je ne sais pas quelle définition vous avez donnée aux États écologiquement fragiles. Je voudrais quand même savoir, pouvons-nous penser à des situations de populations écologiquement fragiles au sein des États écologiquement forts? Si oui, quelle est la situation comparativement à ces deux? Merci, Maître Hassani, pour vos questions. Je passe la parole à l'orateur du jour avant de prendre encore d'autres questions s'il y en a. Oui, professeur Chamala, vous avez la parole pour répondre et faire des commentaires par rapport à tout ce qui a été dit. Oui, merci de la parole. Par rapport à la question posée par le professeur François Roch sur mon point de vue par rapport à la pertinence de mobiliser d'autres instruments juridiques tels que les conventions. Moi, je pense que ces débats, bon, je ne sais pas, ces débats rejoignent ces mêmes débats qui se posent par rapport à l'opportunité d'étendre la compétence de la Cour pénale internationale à la poursuite de graves atteintes à l'environnement. Actuellement, les États, comme l'a soulevé d'ailleurs Emmanuel dans l'affaire Teitotia, hein, les États, actuellement, on peut, en s'appuyant sur la Convention sur la protection de réfugiés, à travers une interprétation évolutive, c'est-à-dire une interprétation extensive et évolutive, on peut étendre la protection à cette catégorie de populations, donc les migrants ou les réfugiés climatiques. C'est ça. Bon, moi, je dis qu'on peut, on ne se contente pas de ça. Comme il n'y a pas encore un instrument qui existe devant de tels cas, on peut s'inspirer en s'appuyant de cette interprétation pour protéger cette catégorie des populations vulnérables. Mais aussi, par rapport à la démarche conventionnelle, moi, je pense qu'il fallait peut-être dans l'avenir, s'il faut parler en termes de démarche conventionnelle, il faut peut-être adopter une convention, un protocole additionnel à cette convention. Un protocole qui va du coup lier les États qui sont partis à la convention. Un protocole additionnel, c'est ça mon point de vue. À la question de Manuel, je me rappelle, il a parlé des migrants climatiques, je ne me rappelle plus, il va peut-être répondre. À la question du docteur, à la question du doctorant Emile Hassani, il pose la question de savoir si la doctrine aborde quelles sont les mesures proposées, telles que, c'est-à-dire demander par exemple le point de vue, s'il faut penser à l'association, les points de vue de la population organisée de référendum. Là, je pense que nous sommes devant une situation délicate où il faut sauver d'abord non seulement la vie, il faut sauver la vie de cette population-là qui est exposée aux conséquences néfastes du changement climatique. Je ne pense pas qu'il faut procéder peut-être au référendum pour point de vue, pour procéder ou s'associer à un État qui a accepté. C'est une situation qui s'impose, c'est ce que je pense. C'est une situation qui s'impose. Alors, quand vous parlez de population écologiquement fragile par rapport à un État écologiquement fort,
Et on peut se situer dans les cas, par exemple, dans les cas que j'ai évoqués ici, les cas des insulaires du détroit de Torres. Les détroits de Torres, ce sont de petites îles dans l'océan Pacifique entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais qui dépendent essentiellement, de l'Australie, qui dépendent de l'Australie. Ici, on a un État économique, on peut dire un État continent, bien qu'un État insulaire, mais qui n'est pas écologiquement fragile, qui est appelé à protéger cette population. Dans ces cas, par exemple, ici, il ne se poserait pas de problème, par exemple. Il ne se poserait pas de problème. Cette population peut migrer et peut être relocalisée dans cet État. Et par rapport à cette question aussi, il s'agit aussi que la question que vous posez sur, si pour revenir sur ça, là vous parlez de l'usage de droits civils, mais il y a ici un conflit, c'est le droit à la vie. Donc, la population est exposée, en fait, la vie de la population est exposée. Ici, on ne peut pas recourir, c'est-à-dire, il y a l'opposition entre un droit civil, c'est-à-dire droit aux élections, c'est-à-dire la liberté de cette population de s'exprimer sur les sorts qu'il faut les réserver s'ils doivent soit s'associer avec un État qui existe et s'associer. Ici, il y a ces conflits-là. Moi, je pense qu'on doit préserver le droit à la vie, qui est un droit intangible. Et dans ces sens, c'est mon point de vue. Par rapport à la deuxième question, ça rejoint la question du professeur François Roch sur la possibilité de se contenter de la Convention sur la protection de réfugiés. Actuellement, en partant des énoncés, il y a, quand vous lisez par exemple la Convention par rapport à certaines dispositions, à certaines institutions, il y a des énoncés qui sont des énoncés ouverts. Des énoncés ouverts tels que ça peut aussi permettre au juge de tendre son interprétation en s'adaptant au contexte actuel. Parce qu'il faut le dire, c'est une convention de 1955, la réalité du changement climatique n'existait pas. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons devant une situation telle qu'une population peut se retrouver dans une situation où elle n'a plus de territoire. Parce que les territoires soit est appelés à disparaître, soit les territoires est exposés aux conséquences induites du changement climatique. Moi, je pense que les juges, en se servant de ces énoncés ouverts, il peut bien étendre ça à la question du migrant climatique à travers une interprétation extensive. Je pense avoir rencontré vos préoccupations. La deuxième question de Manuel, je ne me rappelle même plus s'il peut poser cette question. Il peut répondre ça, je me rappelle, j'ai écrit migrant, mais je ne me rappelle plus exactement de quoi. S'il peut répondre ça. Je pense que le professeur Roch est revenu sur la question et est revenu avec une réponse parce que c'était de savoir si on pouvait rester dans le cadre de la convention ou faire une nouvelle convention. Là, moi, je disais que je pensais peut-être… Oui, ça, je répondis. Mais la deuxième question, votre deuxième question, vous avez posé une deuxième question? Oui, elle a été répondue aussi en passage, je pense. Vous avez avancé ça aussi avec vos interventions. Ok, merci beaucoup, professeur Christian Tchamala, pour vos réponses. J'ai aussi quelques questions avant de prendre d'autres questions en ligne, soit en présentiel. Ma première question est par rapport aux obligations. Dans le titre de votre présentation, vous parlez des obligations positives. Est-ce qu'on peut envisager aussi des obligations négatives? Deuxième question, c'est par rapport à l'accord de Paris. Je n'ai pas vraiment entendu parler de l'accord de Paris lorsque vous étiez en train de présenter et en même temps, vous faites des propositions qui portent sur les mesures d'atténuation, des mesures d'adaptation. Et comme vous le savez très bien, dans l'accord de Paris, il y a la possibilité, n'est-ce pas, pour les États d'inclure leurs ambitions, n'est-ce pas, par rapport à l'adaptation et à l'atténuation, et également d'évaluer les montants pour, n'est-ce pas, atteindre certaines mesures. Alors, par rapport à tout ce que vous avez proposé comme mesures pour rendre effectifs ces obligations positives, j'aimerais savoir si, lorsque vous avez fait vos recherches, vous avez également parcouru les contributions nationales
déterminée au niveau des États, n'est-ce pas? Parce que vous parlez des États insulaires, vous êtes plus focalisé dessus. J'aimerais savoir, est-ce que certains de ces États-là insulaires ont également évoqué ou soit ont rencontré, n'est-ce pas, vos avis par rapport aux mesures que vous proposez pour rendre plus effectives, n'est-ce pas, les obligations positives de ces conventions, de la Convention cadre des Nations Unies, etc. J'ai également une autre question je crois que, oui, obligation, c'est oui, oui. Donc, j'ai également, oui, une autre question par rapport aux États écologiques, bon, aux États écologiquement fragiles. Lorsque vous en parlez, est-ce qu'il y a des institutions qui les désignent ou soit qui désigne, qui peut dire, qui a l'autorité, n'est-ce pas, de déterminer, n'est-ce pas, qu'un État écologiquement fragile ou pas? Est-ce que, parce que vous avez évoqué, n'est-ce pas, l'article 4 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, mais lorsque vous parcourez cette convention-là, on ne voit pas le concept État écologiquement fragile. J'aimerais vraiment bien comprendre comment vous faites le lien entre cette disposition de l'article 4 et le concept État écologiquement fragile. Voilà. Je pense que j'en ai fini avec mes questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en ligne ou soit vous pouvez carrément répondre directement en attendant qu'il y ait d'autres questions. Oui, il y a le professeur François Roch qui a une question. Oui, ben, j'ai peut-être deux questions complémentaires. Au risque de retaper sur le même clou, je veux vraiment aller au bout de la réflexion. Personnellement, je n'ai rien contre l'idée qu'on parte de la Convention de 51 et du protocole de 67, puis qu'on arrive à donner une définition extensive du concept de réfugié. Mais quand on regarde l'ensemble des organes des traités des Nations Unies, la façon dont les traités internationaux ont été adoptés des années 60 jusqu'à aujourd'hui, quand même, on a un bassin de traités intéressant qui aborde des enjeux spécifiques. Donc oui, on a le PIDES et le PIDCP, donc on a un pacte sur les droits civils et politiques, sur les droits économiques, sociaux et culturels, mais après ça, on a toute une série de conventions sur la discrimination raciale, sur la discrimination à l'égard des femmes, sur la torture, sur les personnes en situation de handicap, sur les disparitions forcées, sur les travailleurs migrants. Donc, on a 9 organes des traités en sus du Conseil des droits de l'homme. Donc, la question que je pose, c'est, compte tenu de la spécificité des enjeux des populations qui peuvent être qualifiées de migrants climatiques, pourquoi pas un 10e organe des traités, pourquoi pas une 10e convention qui nous sort un peu du paradigme, du modèle propre aux droits des réfugiés qui a été conçu dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, puis celui des années 60. La convention ne s'applique qu'aux réfugiés de la Deuxième Guerre mondiale et le protocole étend la définition, étend son champ d'application pour toutes les autres situations, mais on reste à l'intérieur de cette définition-là. C'est au niveau régional qu'on a des définitions plus larges et qui impliquent notamment des personnes déplacées en raison de conflits armés. Donc, personnellement, je pense que l'idée d'avoir un chantier puis d'ouvrir des négociations sur une convention propre à la question des migrants climatiques m'apparaît une solution à moyen et long terme peut-être plus viable parce qu'il s'agit simplement que des juges administratifs soient climato-sceptiques pour qu'aucune personne soit reconnue comme réfugié climatique. Je veux dire, puis compte tenu du taux déjà très bas de personnes à qui on va reconnaître le statut de réfugié, ben, j'ai peur que si on fonde des espoirs sur le rôle que les juges administratifs peuvent avoir dans ce processus-là, ben, je pense que c'est un cul-de-sac, ça va être une impasse. Très, très peu de personnes vont bénéficier à terme d'un tel statut et vont pouvoir, ce faisant, bénéficier de la protection juridique qu'on trouve dans la Convention et le protocole. Donc, moi, dans ce sens-là, je plaide pour qu'on aille vers un nouvel instrument juridique pour les populations migrantes climatiques. Donc, c'est plus dans cette perspective-là que j'avançais mon idée. Puis du reste, ce que je comprends de la présentation, c'est que parler d'État fragile sur le plan écologique, c'est d'abord et avant tout de parler d'État fragile. Donc, un État qui est fragilisé, c'est un État qui a de la difficulté à assumer pleinement sa souveraineté, ses fonctions régaliennes et, in extenso, son rôle en matière écologique. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai compris la présentation
de notre collègue qu'un ne va pas sans l'autre. Donc, cette fragilisation-là de l'État implique nécessairement une fragilité pour assumer les fonctions régaliennes ou les fonctions classiques d'un État en matière environnementale. Donc, du coup, je me posais la question par rapport si on veut, au rôle de la coopération internationale et notamment la question du financement. Emmanuel a parlé notamment d'un engagement qui avait été pris de verser 100 milliards de dollars. Je crois que c'était à Paris, que l'engagement avait été pris, mais ce serait à vérifier. Mais dans tous les cas, le système international étant ce qu'il est, il reste que c'est quand même difficile. On n'a pas de système d'imposition, de taxation, on n'a pas de système de péréquation. Donc, les enjeux de financement sont des enjeux clients sur ces questions-là. Puis, j'aimerais quand même entendre les flux de l'orateur du jour sur les questions de financement et de coopération, jusqu'à quel point ça peut permettre justement à des États écologiquement fragiles de s'en sortir et de dépasser l'état dans lequel ils sont. Merci, professeur François Roch. Je ne sais pas s'il y a en ligne des personnes qui veulent bien poser une question. Oui. Moi, je vais peut-être revenir sur la dernière intervention du prof Roch pour poser enfin ma question. Et c'est effectivement par rapport aux 100 milliards de dollars qui ont été l'objet de l'engagement de pays développés, mais que jusqu'aujourd'hui, les États n'ont pas pu verser. On a senti récemment, à la COP28, une guerre entre la Chine et les États-Unis concernant le financement des mesures d'atténuation des effets du changement climatique. Et la guerre était autour notamment de cette subdivision nord-sud où les États-Unis étaient en train d'espérer qu'il est impossible aujourd'hui que certains États soient délaissés dans la catégorie des pays du Sud, alors que leur niveau de pollution a dépassé celui des pays développés. Et là, on parlait tout naturellement de la Chine qui aujourd'hui est à la tête des pays qui émettent de plus de gaz à effet de serre, de l'Afrique du Sud qui a dépassé les degrés de la France en termes de pollution, et du Brésil aussi qui a dépassé les degrés ou les niveaux de pollution de la France. Et la matérialisation de tous ces problèmes financiers a abouti par la mise en place du fonds pertes et préjudices qui est logé aujourd'hui au sein de la Banque mondiale. Maintenant, ma question est de savoir déjà que la mise en place de ces 100 milliards de dollars qui ont été promises depuis 2009 à la COP 15 à Copenhague n'ont jamais été respectées. Quel espoir donnez-vous à la mise en place, à la réussite de ces fonds, pertes et préjudices, et à sa capacité à répondre aux effets dévastateurs du réchauffement climatique dans les États écologiquement fragiles? En d'autres termes, pensez-vous que la mise en place de ces fonds pertes et préjudices pourra répondre à cette nécessité de pouvoir mettre des mesures pratiques pour atténuer les effets du réchauffement climatique dans les États écologiquement fragiles? Si je peux peut-être dépasser un peu, la définition de l'État écologiquement rationnel est importante à ce stade ici, puisqu'on ne sait pas quel est l'État qui va bénéficier de ces fonds. L'Australie peut sortir et dire, écoutez, il y a les îles Torres qui sont là, ils sont écologiquement fragiles, je vais aussi bénéficier de ces fonds. Mais comment est-ce que comment on est censé orienter ces financements qui sont récoltés au niveau international pour les affecter dans les pays ou dans les entités écologiquement fragiles? Merci Emmanuel. Je crois que l'orateur du jour a beaucoup de questions. On ne va pas en rajouter beaucoup d'autres. Je rencontre d'abord et puis... Oui, ça va. Oui, allez-y. Oui. Oui, je réponds d'abord aux questions du professeur Blaise. Merci d'abord de la parole, le professeur Blaise. Vous parlez ici des obligations positives. Pourquoi pas les obligations négatives? Bon, ici, on définit les choses en termes d'obligations positives, en termes de dire qu'est-ce que l'État peut faire
Les obligations négatives, c'est des obligations, c'est-à-dire qu'est-ce que l'État ne peut pas faire pour arriver, c'est-à-dire pour participer à la préservation de tel ou tel droit qui est exposé par le fait, par exemple, de l'activité humaine, ainsi de suite. Alors, quand on parle de l'accord de Paris, on ne l'a pas peut-être bien dit. Dans mon exposé, j'ai jeté un coup d'œil, un clin d'œil à la situation, à l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme qui a opposé la Suisse à ces jeunes-là, où la Suisse était condamnée. Je l'ai bien dit, la Suisse a été condamnée par rapport aux contributions nationales déterminées. C'est-à-dire, lui a dit par rapport à tous les enjeux, moi je choisis peut-être de contribuer à tel auteur. C'est par rapport à cet auteur-là qu'on considère que la Suisse n'a pas respecté. Parce que ici, je pense que la responsabilité est partie de la volonté ou est partie, est appréciée en fonction de la volonté de l'État suisse à contribuer à tel ou tel auteur. Vous avez dit vous contribuez à tel auteur, mais vous n'arrivez pas à contribuer à tel auteur. C'est-à-dire le fait, par exemple, qu'ils vous sont imputés, par exemple, le viol, cet aspect d'engagement que vous avez souscrit. C'est ça. Alors, quand on parle d'état fragile dans mon exposé, j'ai bien dit que c'est une situation particulière, une situation qui n'est pas comme toutes les autres situations. Alors, c'est pourquoi j'ai proposé que dans tous les cas, normalement, on dépend d'abord, on doit définir d'abord les contributions nationales, parce que tout ici, c'est quoi? C'est le principe de responsabilité commune mais différenciée. C'est-à-dire, toi, tu dis, je vais contribuer à tel auteur. Alors, tu dois aussi arriver à les respecter. Mais dans ces cas ici, je dis qu'étant dans une situation de vulnérabilité particulière, on constate tous que nous constatons tous que pour que les droits de l'homme soient respectés, il faut peut-être contribuer, il faut peut-être participer, il faut adopter des mesures d'atténuation en définissant, moi je vais par exemple contribuer à l'atténuation à tel auteur. Il faut peut-être aussi contribuer, il faut peut-être aussi contribuer à tel auteur ou à tel auteur. La situation étant particulière, je l'ai même dit, ces mesures s'imposent aux États, s'imposent à ces États pour permettre, parce que si par exemple les situations, quand on parle par exemple des mesures d'adaptation, les conséquences du changement climatique affectent directement ces droits. Alors, l'État qui est redevable, l'État qui est signataire des conventions internationales ne saura pas rendre effectives ces conventions tant qu'il n'adopte pas ces mesures d'atténuation ou d'adaptation. C'était dans ce sens-là. Je pense que là, je n'ai pas peut-être expressément cité, parler de l'accord de Paris, mais je me suis référé peut-être à ça. Par rapport à la question du professeur François Roch, quand nous parlons, vous avez posé aussi une question où vous demandez comment je définis les États écologiquement fragiles. Bon, les États écologiquement fragiles, c'est peut-être une interprétation, mais là, nous voulons parler de la vulnérabilité des États. Quand nous référons à l'article 8, article 4, paragraphe 8 du Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, je peux citer, on dit bien que la Convention a insisté sur 9 catégories de pays en développement qui sont particulièrement vulnérables. Voilà cette insistance-là, particulièrement vulnérable. Alors, on a cité, entre autres, les États, le pays industriel, on a cité 9 catégories d'États qui se trouvent dans cette situation. Je vais aussi lire les documents finaux de la convention, de la conférence de Rio en 2020. Je cite, les petits États insulaires en développement restent, bon ça c'est un des cas, reste un cas à part entière, à part en matière de développement durable en raison des handicaps auxquels ils se heurtent et qui leur sont propres, comme leur taille, leur isolement, l'insuffisance de leurs ressources, de leur exportation, ainsi que leur vulnérabilité face aux problèmes environnementaux qui se posent à l'échelle mondiale et aux chocs économiques externes, notamment face aux nombreuses répercussions des changements climatiques et aux catastrophes naturelles qui les touchent de façon plus fréquente et plus intense.
C'est-à-dire, c'est une situation, on a cité ici, c'est une situation de 55 États que j'ai cité ici, pouvant se retrouver dans cette situation par rapport à la définition de l'article. J'ai cité 57 États comme États écologiquement fragiles, constitués de 14 petits pays insulaires du Pacifique. C'est de ces États dont nous parlons, de 16 États de la Caraïbe, de 9 États de l'océan Indien, de l'Afrique, de 9 États de l'Afrique et d'ici de la Chine. Ce sont là les États que nous considérons comme des États écologiquement fragiles parce que nous estimons qu'ils sont particulièrement vulnérables sur le plan écologique. C'est ça. Quand nous parlons par rapport au financement et à la coopération, c'est tout le débat sur la détermination. Par exemple, quand vous parlez, j'ai lu la question du professeur à celle de Manuel. Quand on parle de la coopération et du financement, ici, on voit les États du Nord qui sont désignés comme les États responsables, les États pollueurs. Mais ce ne sont pas, en fait, c'est une responsabilisation un peu collective. On dit quand c'est la Chine qui pollue, c'est les États-Unis, on considère le lot de tous ces États-là qui ont accepté de financer à la hauteur de 100 millions, mais il n'y a pas pour rencontrer ces préjudices. Ici, j'estime de ma part que l'idée est de voir cette volonté, parce que déjà, avec les retraits des États-Unis, déjà à l'époque de Trump, de l'accord de Paris, ça a aussi fragilisé les choses. Et c'est à peine que les États se ressaisissent, on voit cette tendance-là à vouloir contribuer, parce que les États africains sont prêts. La RDC dit même, les prêtres, c'est vrai qu'il y a un peu de gaz pétrolier. Quand les États africains comme la RDC se dit prêts à participer, mais à condition que les autres participent aussi. Alors, nous constatons que les États du Nord, c'est des promesses en promesses. Bon, espérons peut-être qu'avec la création de fonds verts, ça peut peut-être participer dans une certaine dimension de cette coopération. Et par rapport à la coopération, aujourd'hui, nous constatons que la coopération, dans ce sens, on voit plus la coopération à travers les organes de contrôle de la Convention, la COP 21, en fait, les conférences des États partis aux instruments conventionnels de protection du climat. C'est plus ça, mais nous voyons aussi cette coopération un peu particulière de ces États, cette coopération liée à cet instinct, l'instinct de survie. Tous ces États qui se retrouvent dans cette situation-là, on les sent directement impliqués. Même dans la démarche visant à incriminer les crimes d'écocide, ce sont les mêmes États qui incitent, ce sont les mêmes États qui se mobilisent pour entraîner les grands États dans leur démarche. Là, je considère plus qu'on est comme un instinct de survie. Mais nous voulons plus voir une coopération, c'est-à-dire une coopération basée sur la solidarité pour faire avancer le débat sur la protection du climat. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres préoccupations dans ce sens. Peut-être en substance, ce sont là peut-être les réponses. Merci, professeur Christian. Je crois que vous avez brossé pratiquement toutes les questions et commentaires qui vous ont été soumis. Je ne sais pas si en ligne, il y a encore des questions ou nous allons, oui, ou soit en présentiel, je ne sais pas. J'ai juste une dernière question pour moi, hein, en attendant de prendre d'autres questions. On est en train de parler des réfugiés climatiques. On a parlé un peu de ce qui se passe au niveau universel, mais j'aimerais maintenant aller au niveau africain. Il y a quand même une convention, je pense que vous pouvez la connaître, sur la convention de Kampala sur les déplacés internes. J'aimerais savoir, est-ce que cette convention-là peut aussi servir pour, n'est-ce pas, encadrer la question des déplacés internes du fait
des questions écologiques, des questions climatiques. Ça, c'est juste une question. Et puis ma deuxième question porte sur le lien, n'est-ce pas? Je sais que ta conférence a un lien direct avec l'objectif de développement durable 13, n'est-ce pas, sur l'action pour le climat. J'aimerais avoir une précision sur les cibles, n'est-ce pas, qui sont concernées par ce que vous avez présenté aujourd'hui. Alors, je crois que avec ça, il y a une question, je prends une question de Maître Hassani. Je pourrais peut-être prendre encore deux autres questions avant de clôturer le webinaire comment la conférence midi d'aujourd'hui. Oui, Monsieur Hassani, vous avez la parole. Mais avant de prendre la question d'Hassani, j'aimerais peut-être lui répondre aussi directement parce qu'il a posé une question sur s'il existe des États qui sont écologiquement forts et qui peuvent avoir des populations qui sont écologiquement faibles. Je pense que l'exemple de Flint, hein, il y a une population à Flint, n'est-ce pas, aux États-Unis, qui est exposée par une grande pollution. On peut peut-être parler d'une population qui est écologiquement fragile, n'est-ce pas, du fait de cette exposition-là. Mais l'État n'est pas, les États-Unis n'est pas un pays écologiquement fragile. Donc là, on peut peut-être illustrer ça comme ça. Il y a d'autres cas aussi, même en Afrique du Sud, il y a certains cas où les populations sont exposées à beaucoup de pollution alors que l'État n'est pas écologiquement fragile. Bon, je passe la parole à Maître Hassani pour sa question, soit son commentaire. Ok, merci beaucoup une fois de plus, professeur Blaise. Je reviens ici pour pouvoir, vous et professeur François Roch, vous avez pratiquement abordé l'essentiel de mes préoccupations pour ce deuxième tour. Mais cependant, je voudrais revenir là-dessus pour susciter peut-être la réaction du professeur Christian Chamala Oui, par rapport à son point de vue, que je n'ai pas du tout partagé hein, par rapport à la question du professeur François Roch s'agissant de qu'est-ce que vous envisagez comme proposition. Vous avez envisagé faire un protocole en lieu et place de la Convention. Et le professeur François Roch est revenu là-dessus. Je pense que ça serait ça aussi mon point de vue parce que je considère la question comme étant beaucoup plus délicate telle que on ne peut la dissoudre dans une convention qui existe déjà, qui elle-même a déjà des problèmes de mise en œuvre avec autant de tiraillements entre États forts, faibles, l'État du Nord, l'État du Sud. Et pour aborder toute la problématique de la question, je pense qu'il faille, et ça c'est de mon point de vue, ne pas exclure la possibilité d'ouvrir ou de plaider en faveur tout simplement des négociations pour une convention spécifique. Parce que quand on voit par exemple les mesures qui sont envisagées, là-dessus, c'est par rapport à ma première question sur l'une des solutions, c'est celle qui consiste à faire des États associés, vous avez répondu, c'est vrai. Mais je vous dis, la problématique ne relève pas que simplement des droits civils. Elle est assez délicate parce qu'il y a des aspects sécuritaires là-dessus par rapport aux populations et des fois les intérêts des États. Je vois par exemple les cas des États du Sud, l'Afrique, et les intérêts des États, de certains États sont parfois opposés aux intérêts des populations au point qu'il y a toujours des tiraillements là-dessus, des populations qui sont jalouses de leur identité, qui doit être, je ne sais pas, comment étouffée dans le cadre d'une association d'États, telle que ça pourrait être envisagé par l'État qui prend langue avec un autre État. Et deuxième question aussi, ça peut se heurter aussi à d'autres intérêts, peut-être au niveau de la sous-région ou au niveau de la région dans laquelle se trouve cet État appelé à être associé. Et il y a aussi des questions peut-être spécifiques d'ordre des statuts, aussi bien des communautés que des individus. Ces populations-là qui sont affectées dans un autre État, ils doivent être associés. Est-ce que leurs statuts doivent être liquéfiés dans le statut de cet État ou ce statut va subsister? Bon, toutes ces questions-là, je pense que les aborder dans le cadre d'un protocole, ça risque de fragiliser l'intérêt de cette catégorie.
Et en même temps, la réponse du professeur Blaise de tout à l'heure par rapport à ma question vous adressée, ça vient encore renforcer davantage mon angoisse par rapport à cette question pour dire que lorsqu'il s'agit de déplacer au niveau interne, la question ne se pose pas avec beaucoup de délicatesse que lorsqu'il s'agit des populations qui doivent traverser des frontières. Au niveau interne, vous avez donné une explication qui m'a convaincu, une réponse qui m'a vraiment convaincu. Là, ça ne se pose pas parce que l'État, avec sa souveraineté, peut envisager des mesures de relocaliser et voir si la situation s'arrange. On peut ramener ces populations-là et si elles ne s'arrangent pas, l'État peut, dans une certaine mesure, trouver d'autres solutions pour pouvoir maintenir cette population, mais qui garde son identité sociale, culturelle, économique, etc., que lorsque ces populations-là sont appelées à traverser les frontières. Et la deuxième question, c'est par rapport à... Bon, je ne vous en veux pas à vous. Et la première question, c'est sur quoi? Parce que je ne sais pas. La première question, c'est dire que j'aurais voulu que nous envisagions un plaidoyer commun. Un plaidoyer commun en faveur d'une convention. Une convention, mais pas... Oui, et non un protocole. C'est juste un point de vue. Cela ne veut pas dire que tout ce que vous voulez. Il y a des raisons de tout ça. Voilà. Maintenant, la deuxième question, c'est par rapport à l'obligation négative ou aux obligations négatives. Bon, et aussi, ça nous ramène à l'article 4 de la Convention 4 sur les changements climatiques. Bon, vous avez semblé mettre beaucoup plus un accent sur les États insulaires. Bon, ça, c'est des situations qui peuvent être naturelles. De par la création de ces États-là, de par leur nature, c'est des situations. Mais il y a des situations aussi artificielles qui peuvent rendre un État qui, naturellement, avait vocation ou était un État écologiquement fort, mais à la suite des actions humaines que j'appelle entre guillemets artificielles, des situations tout à fait artificielles, et cet État-là devient un État écologiquement fragile. Alors, la question, c'est au niveau des tiraillements qui peuvent subsister parce que les débats ne pourraient pas être nouveaux. Je vous renvoie ici au débat sur le financement des crédits carbone. Quelqu'un, je crois, ça doit être Emmanuel qui a suscité la question sur les montants qui sont souvent adoptés pour renforcer ces fonds et qui, au bout des comptes, on n'arrive pas à atteindre ces montants-là. Et je vois que la même problématique peut encore une fois de plus revenir sur le financement des mesures qui doivent être adoptées. C'est là que je rentre dans la situation des obligations négatives que je considère comme l'obligation de ne pas faire, comme vous l'avez dit. Donc, les États doivent s'abstenir de poser un certain nombre d'actes. Par exemple, renoncer. Je prends un cas comme ça. Un État, on lui dit de renoncer, par exemple, à un projet que lui considère comme un projet de développement. Et on dit à l'État que non, vous devez renoncer à ce projet-là comme obligation négative pour protéger ou atténuer les effets du changement climatique. Et si cet État-là refuse de renoncer, qu'en est-il? Voilà un peu des situations par rapport à... Ici, je reviens encore pour dire que le plaidoyer en faveur d'une convention ferait œuvre utile parce qu'on pourrait quand même éditer un certain nombre de critères assez objectifs pour non seulement définir les États écologiquement faibles, mais aussi définir les obligations positives et négatives de façon assez beaucoup plus claire, de manière à ne pas susciter quelques doutes sujets à interprétation, par exemple, extensive qu'on pourrait ramener aux juges ou aux États eux-mêmes ou à certaines organisations internationales. Voilà un peu. Je ne sais pas si ce sont des questions, c'est à vous d'apprécier. Si c'est des questions, vous pouvez réagir ou c'est des commentaires. Merci, Maître Sani, pour vos commentaires et questions. Le professeur Christian Tchamala peut répondre avant que nous puissions terminer cette conférence midi. Par rapport à la question sur... merci, professeur Blaise, pour la parole.
Par rapport à la question sur le déplacé interne, la convention de Kampala, c'est comme je l'ai dit, là, il ne se pose pas tellement de questions, tellement de problèmes. Même la convention sur les déplacés internes, c'était juste pour protéger ces déplacés à l'interne. C'est des gens qui sont partis d'une province, d'une ville, d'une région à une autre. Ils doivent être bien localisés, relocalisés, et puis jouir de leurs droits en tant que citoyens, et puis, c'est-à-dire entrer dans la possession de tout ce qui leur est connu comme droit. Ici, dans le contexte, je pense, c'est le même contexte. Le problème ne se poserait pas à un État souverain qui peut déterminer si les populations dans tel territoire. Et le problème, c'est d'aménager seulement les espaces en sorte que la population migrante, la population, la population migrante puisse être bien établie. Je pense que c'est à ces niveaux-là. Ça ne pose pas tellement de problèmes. Par rapport à la question sur le lien avec le développement climatique, par rapport à l'intitulé de la conférence, on verra ici que la plupart de questions ici que nous avons soulevées, d'abord tout le débat sur la fragilité de l'État, tout le débat sur la fragilité de l'État nous amène à mettre en évidence beaucoup de questions économiques qui ont un lien direct avec les objectifs du changement climatique et les objectifs de développement durable plutôt. Il y a ici des questions sur l'accès à l'eau, l'accès à la santé, ces liens-là. Alors, je tenais aussi à expliquer ici que tout le débat, en fait, la démarche dans cette étude, d'abord, il y a une contribution, une réflexion que je fais pour démontrer que la démarche dans cette étude, quand vous lisez tous ceux qui ont contribué, qui ont essayé de réfléchir sur la question de la fragilité de l'État, ils s'appuient essentiellement sur le facteur économique et le facteur sécuritaire. Alors, moi, je démontre, je dis que si à l'époque, c'était plus le facteur économique, mais à un moment donné, vous verrez que ces facteurs se lient. Mais à un moment donné, l'intensification de ces réalités, soit économiques, fait en sorte que ça devient peut-être pertinent, ça devient peut-être nécessaire de consacrer, de considérer ces facteurs comme un facteur autonome. Avant, on voyait d'abord le facteur économique, le surendettement, le lien avec les institutions financières, l'incapacité de l'État à subvenir aux besoins sociaux, à stabiliser sa monnaie, par tous ces débats-là. Mais à un moment donné, nous sommes arrivés face à une situation telle qu'il fallait penser aussi le facteur sécuritaire. Nous avons avec toutes les conséquences aujourd'hui, tous les éléments. Aujourd'hui, les effets d'entraînement, c'était d'abord les conflits internes qui s'intensifiaient, mais aujourd'hui, c'est le terrorisme. Et on voit, mais j'ai donné même le cas d'Haïti. C'est une situation que nous vivons ici aussi, ici. Je pense que le prof Blaise et tous nos amis de la RDC peuvent bien se rendre compte. Une situation d'absence d'État que nous vivons ici. Il y a des quartiers entiers où la police ne peut pas piétiner. C'est des jeunes badauds qui font la loi. Alors, on est parti de là aujourd'hui, on considère le facteur. Alors, ma question, c'était de dire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer le facteur écologique comme un facteur de fragilité de l'État? C'était ça aussi, la démarche. C'est là maintenant que je démontre, je dis que aujourd'hui, si par exemple le facteur économique, le facteur sécuritaire a posé en droit international un problème d'effectivité des normes, d'effectivité de la réalité étatique comme réalité et situation juridique, les problèmes d'ineffectivité. Aujourd'hui, avec la situation de la fragilité écologique, il y a une réalité au-delà même de l'ineffectivité. Il y a un problème de survie. Il y a un problème de survie. Alors, quand nous voyons, par exemple, même quand nous lisons, par exemple, c'est dans des textes que j'ai lus ici, on appelle la vraie appellation, ces pays insulaires, les pays de développement insulaires. On fait un lien avec les réalités économiques. Les réalités économiques qui ressortent tout ce problème-là, les problèmes évoqués par l'objectif de développement durable. Donc, je pense qu'il y a un lien certain, à part le fait que ce soit la question, à part le fait que la question touche particulièrement sur la protection du climat, toutes ces questions, tous ces éléments de théorie-là, sur la fragilité de l'État, je pense que ça a un lien direct
avec les objectifs du développement durable. Par rapport à la démarche, moi, je pensais que ça serait une démarche réaliste. Parce que nous nous trouvons là devant une situation telle que c'est la démarche conventionnelle. En fait, c'est ça l'idéal parce qu'il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de... Mais le problème, c'est quoi? Moi, j'opte plus pour l'approche réaliste. L'approche réaliste. Et si on conçoit une convention qui n'aborde pas trop des questions fâcheuses, parce qu'après l'adoption, il faut que les États y adhèrent. Alors, moi, je crains qu'aujourd'hui, que le texte existe et que beaucoup d'États se réservent d'y adhérer. Or, si on fait, par exemple, en négociant bien, en aval, en amont plutôt, en négociant bien sur la nécessité et l'importance de la démarche, on peut impliquer les États à rédiger un protocole. Moi, je pense que les protocoles ou conventions, ce n'est qu'une démarche, ce ne sont que des démarches formelles. Tous les contenus qui vont être dans les conventions, on peut aussi mettre ça dans ces protocoles-là. Alors, j'ai choisi cette démarche-là pensant qu'ils étaient plus réalistes. Mais l'idéal, sinon, c'est une convention. Ici, certains États qui refusent de renoncer, j'ai oublié la question, certains États qui refusent, ici on parle de la volonté de l'État, à contribuer, c'est toutes ces difficultés que l'on connaît aujourd'hui avec la mise en œuvre de la Convention des accords de Paris, par exemple. On n'a pas beaucoup avancé parce qu'après après que l'accord a été adopté, il y a les États-Unis qui se sont retirés. Après, il faut attendre qu'ils reviennent aujourd'hui. Il y a beaucoup d'étapes qui ne sont pas encore amorcées et qui doivent être amorcées. C'est juste un problème de la volonté de l'État. Je pense que c'est ça. Mais ici, dans les cas où nous posons, c'est-à-dire, nous pensons qu'en s'appuyant sur des éléments, sur l'interprétation, c'est une interprétation des conventions de protection des droits de l'homme qui se réfèrent aux instruments de protection du changement climatique. Et dans ces cadres-là, quand vous êtes, par exemple, lié dans ces conventions-là, les obligations, parce que la question des obligations déduites, c'est les obligations positives ou négatives, c'est la déduction de la doctrine et de la jurisprudence. Ce ne sont pas directement constatés en constatant qu'il y a telle obligation d'observer, obligation de respecter, obligation. On a parlé seulement des obligations. On n'a pas donné trop de détails, même dans les instruments de protection des droits de l'homme. Mais ici, dans les cas en espèces, nous considérons que tout ce détail qu'on peut donner sur les obligations de respecter, les obligations de faire respecter, tous ces détails, nous pouvons bien le puiser dans ces instruments de protection, sur la protection, sur le changement climatique. Parce qu'ici, nous voyons, ce n'est pas seulement adapter des normes, adapter des institutions qui soient à même de transposer ces normes dans l'ordre interne pour que ces normes soient effectives. Mais au-delà de ça, ces normes peuvent exister. Mais si des réalités naturelles, des réalités écologiques ne permettent pas à ce qu'exposent davantage ces droits, ces normes, bien qu'existant effectivement, ces normes n'aura pas d'impact sur le terrain parce qu'il y a des situations écologiques là qui empêchent à ce que ces normes soient effectives. Je pense en substance que c'est par là que nous nous arrêtons à ces questions. Si jamais il y a de questions ou de réponses, on peut toujours échanger. Merci, professeur, pour la parole. Oui. pour réaction. Je pense que nous arrivons à la fin de notre conférence midi. Nous te remercions pour cette brillante présentation et vos réactions. Vous avez été vraiment actifs avec vos réponses sur plusieurs questions. On remercie également les participants, n'est-ce pas, à cette conférence midi. Et vos questions ont contribué à l'enrichir et aussi votre participation nous a vraiment touchés. Bon, là, je crois qu'après cette conférence elle clôture elle clôture pas une série, mais nous allons reprendre d'autres conférences, n'est-ce pas, au mois de septembre. Il y aura d'autres conférences midi qu'on va organiser d'ici peu et vous serez informés de cela. On prend quand même une petite pause de 2 mois pour ces 3 mois pratiquement, hein, donc juin, septembre, c'est 2 mois et demi pour essayer de prendre un peu de l'air. Nous sommes en période d'été.
restez connectés, suivez-nous dans nos réseaux sociaux, dans notre site Internet, le site de l'Observatoire. Nous postons les événements qui viendront dans cette plateforme numérique. Donc voilà, donc ici dans la salle, nous allons un peu continuer, on va un peu bavarder avec ceux qui sont ici présents en présentiel. Pour ceux qui sont en ligne, on va se dire au revoir et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à la prochaine. Yeah.